J'invite donc Ania Wroblewski à venir s'installer. Donc Ania est docteur en littérature de langue française. Sa thèse qu'elle a soutenue à l'Université de Montréal il y a ce printemps, donc il y a quelques semaines, peut-être un mois et demi déjà. Ouais, s'intitule La vie des autres, Sophie Calle et Annie Ernaux, artistes hors la loi. Ania est membre du comité scientifique de la revue Muse Médusa. Elle est cofondatrice du Centre de pédagogie féministe, une université d'été féministe. Et elle est également donc chercheur post-doctoral à Figurant. Alors j'avance ici, c'est ça? Bon, alors merci à Vincent et à Alexis de m'avoir invité. Bon, alors je commence. Oui, plus fort? OK. C'est l'écho qui me déconcerte. Bon, alors, dans son petit traité de la liberté de création, publié en 2011, Agnès Tricoire, avocate à la Cour de Paris, spécialiste de la propriété intellectuelle et fondatrice de l'Observatoire de la liberté de création, un volet de la Ligue française des droits de l'homme, avance que l'année 2000 constitue en quelque sorte une année charnière du retour à l'ordre moral en France. L'avocate cite comme preuve de ce constat la multiplication des poursuites et des procédures correctionnelles intentées contre les artistes, les écrivains et les commissaires d'exposition français depuis le début du nouveau millénaire et conclut que, et je cite, « Toutes les idées ne sont pas permises, seules celles qui ont un effet direct et positif le sont. » D'après Tricoire, lorsqu'une œuvre transgresse la norme ou les valeurs communes, la question se complique d'un point de vue juridique et de plus en plus souvent, les juges finissent par mettre sur le même plan la réalité et la représentation. Je cite, « Alors que tout le mouvement de la modernité s'est attaché à fonder la spécificité de l'art et de ses productions autonomes, non assujetties aux normes morales, politiques et religieuses, le droit, qu'il soit français, européen ou américain, traite les œuvres comme si elles étaient du simple discours, ou pire, comme si la représentation des faits équivalait aux faits eux-mêmes. » Le tribunal doit alors débattre sur la possibilité ou non d'inciter à la haine d'un groupe de personnes par un roman, par une photo. La Cour de cassation est forcée d'évaluer le potentiel criminel d'une œuvre d'art, de mesurer l'influence qu'elle exerce sur le public et de circonscrire son dit danger. Tricoire précise que le problème auquel s'affrontent les créateurs accusés et les juges qui tranchent sur leurs affaires est celui de l'interprétation. Et je cite encore, « Juger une œuvre selon ce qu'on croit en comprendre, selon les idées qu'elle défend, revient à la juger moralement, politiquement, en prenant le risque évident de se tromper. Ce n'est d'ailleurs pas seulement un risque, c'est une certitude. Un jugement de droit qui interprète une œuvre se trompe par définition, puisqu'il rend un ce qui devrait rester multiple. Il transforme un jugement de goût qui devrait se proposer à l'universel en jugement qui impose. » Alors que chaque procès conduit à un débat tout particulier, le problème que pose plus généralement la judiciarisation de l'art est celui, d'un côté, de la défense de l'autonomie de l'art et de l'autre, d'une sorte de prise de conscience aiguë de sa véritable force dans le réel. Qui plus est, comme nous allons voir, souvent le contenu pornographique, raciste, pédophile ou obscène d'une œuvre artistique ou littéraire semble poser moins de problèmes que les dispositifs dont on se sert lors de son exposition, sa distribution et sa promotion. Plutôt que de survoler les nombreuses affaires, censures et condamnations juridiques très médiatisées des dernières années, je pense par exemple au cas de Marcella Yacoub et de Christine Angot et même aux perturbations qui ont eu lieu l'été dernier au Jeu de Paume. Je propose d'analyser aujourd'hui en profondeur la controverse suscitée il y a 3 ans par Kiss the Past Hello, la première rétrospective en France des œuvres du photographe et cinéaste américain Larry Clark. Ce qui m'intéresse plus spécifiquement,
C'est la façon dont les photographies provocatrices de Clark ont été mises au service autant de la politique que de la publicité par les détracteurs et les défenseurs de l'exposition. En même temps qu'elle annonçait l'avènement dans le domaine de l'art d'un climat social conflictuel et plutôt hostile, soit celui de la surveillance éthique et morale, du soupçon et du litige démultiplié, les images de Clark, tantôt censurées, tantôt brandies comme les preuves d'une censure particulière, sont devenues elles-mêmes des indices signalant le danger supposé de la photographie. Tout d'abord, un peu de contexte. Du 8 octobre 2010 au 2 janvier 2011, le Musée d'art moderne de la ville de Paris a présenté Kiss the Past Hello, l'exposition de Larry Clark organisée dans le cadre du mois de la photo de Paris. À l'affiche étaient plus de 200 tirages d'origine, pour la plupart inédits, et une sélection de longs métrages, dont un film projeté pour la première fois sur la vie des toxicomanes de Tulsa, la ville natale de Clark. Le parcours chronologique organisé par l'ARC, l'espace de recherche et d'exposition au MAMVP, en collaboration étroite avec l'artiste, revenait sur 50 ans de création et traçait de façon implacable les méandres parfois noirs du devenir artiste de Clark. En fait, comme s'il était question d'adoucir l'assaut visuel des œuvres à venir, ou même pour prendre le spectateur au dépourvu, pour contredire ses attentes, les premières photos de Kiss the Past Hello étaient des mises en scène comiques d'animaux domestiques et des portraits mignons de nouveau-nés, réalisés dans les années 1950 et 1960, non pas par Clark, mais par sa mère Frances, dans l'atelier de photographie Lou Clark Studio. Comme l'ont précisé les organisateurs de l'exposition, pour la première fois, Larry Clark a choisi de présenter les travaux de sa mère en guise d'introduction à ses propres œuvres. Vu que dans la prochaine salle se trouvait l'une des photographies les plus célèbres de Clark, l'image d'une amie de l'artiste enceinte de 7 ou 8 mois se piquant à la drogue, l'appel au métier de la mère de Clark ne pouvait qu'être révélateur. Ce détail biographique pointait déjà vers la tension innée de la pratique de l'artiste américain, notamment celle qui met en balance l'innocence et la débauche, la naïveté, la perfidie, la réalité, les apparences. Sans doute la mère mythique et irréelle documentée par Clark représentait une facette tout aussi spectaculaire du même milieu, celui de Tulsa, que Frances, la mère de l'artiste, a passé sa propre vie à embellir, voire à idéaliser. Après avoir fait déployer tout son corpus dans Kiss the Past Hello, ses photographies documentaires en noir et en blanc, ses longs métrages provocateurs tels que Kids et Ken Park, ses immenses tirages à l'encre pigmentaire et aux couleurs saturées tels que Los Angeles et Jonathan Velasquez, Clark a décidé de clore sa première rétrospective en France par un autre renvoi à l'enfance, à la maternité et à Frances elle-même, notamment en réalisant le collage « I Want a Baby Before You Die ». L'œuvre inédite rassemblait, entre autres documents, la photo d'un tatouage bien placé, des articles découpés du Los Angeles Times et d'autres journaux, dont l'un portait le titre suivant « 18-year-old miraculously finds soulmate in hometown », des images crues, des dessins, des jouets, un portrait d'un dalmatien et une reproduction du Piss Christ d'André Serrano. D'une certaine façon, cette œuvre bouclait parfaitement le cycle clarkien de la dérive adolescente. C'est ainsi qu'étaient encadrés les jeunes de Kiss the Past Hello, tous enfermés dans le même ennui, dans la même liberté hédoniste et dans la même pauvreté, captés par le regard sans concession d'un artiste qui devenait au fil du temps de plus en plus âgé, alors que les adolescents ne changeaient jamais d'âge. Un dernier fait à noter. La mairie de Paris a limité uniquement aux majeurs l'accès à Kiss the Past Hello. L'interdiction apparemment hypocrite a fait scandale. Pour la première fois à Paris, peut-être même en France, une exposition entière a été interdite aux moins de 18 ans,
alors qu'en 2007, la Maison européenne de la photographie, association subventionnée par la ville de Paris, a présenté une grande partie des photos de la série Tulsa et certaines des images de Teenage Lust, et ce, sans aucun souci. Dans les semaines précédant l'ouverture de l'exposition, on parlait déjà de censure dans la presse. Apparemment, l'éditeur Paris Musée, chargé de réaliser le catalogue de l'exposition, s'était désisté de la publication. Un peu amer, le directeur du MAMVP, Fabrice Ergotte, a précisé que, comme 6 images posaient problème, finalement, et je cite, « Le livre a été fait à Londres sans censure, ce qui a permis de protéger l'œuvre de l'artiste. » Protéger l'œuvre de Clark de quoi? De qui? Évidemment, des jugements précipités de la ville de Paris. Est-ce la trace d'une querelle interne? Aimée Fontaine, directrice de Paris Musée, a expliqué le désistement de l'établissement public comme suit. On ne peut ignorer qu'il y a dans le livre des photos à caractère pédophile ou pornographique. Dans son article Larry Clark vers une interdiction au public, publié dans Le Monde une semaine avant l'ouverture de Kiss the Past Hello, Stéphanie Moidon s'est tout de suite opposée à l'explication hâtive et à son avis réductrice de Fontaine. Je la cite, « Soyons clairs, soit une image est pédophile, soit elle ne l'est pas. Un spectateur intelligent saura trancher. Le caractère pédophile ou pornographique d'une image dépend entièrement de l'appréciation toute subjective du lecteur, de sa culture et de ses valeurs. » Fin de la citation. Moidon est l'une des commissaires de l'exposition Présumé innocent, l'art contemporain et l'enfance, organisée en 2000 par le Musée d'art contemporain de Bordeaux. Avec Marie-Laure Bernadac et le directeur Henri-Claude Cousseau, elle a été accusée en 2001 d'avoir diffusé des messages violents à caractère pédophile et pornographique par La Mouette, une association catholique de protection de l'enfance. L'affaire s'est étirée jusqu'en 2011, alors 10 ans avant que non-lieu soit déclaré. Dans son article, Moidon a déploré les dispositifs préventifs dont se servent les musées aujourd'hui pour protéger le spectateur des dangers supposés de l'art. Elle a situé le cas de Larry Clark dans un contexte plus large de censure en France, notant que depuis le début de l'affaire des présumés innocents, elle n'a cessé d'être régulièrement consultée dans son domaine à titre d'expertise afin d'aider à fixer les limites de la dangerosité d'une œuvre et des risques de poursuites judiciaires. D'ailleurs, à cause de la plainte intentée par La Mouette, elle s'est trouvée contrainte elle-même à imposer des sanctions. Par exemple, en 2007, elle a dû interdire aux mineurs l'accès aux photos de David Hamilton dans la Biennale de Lyon. Des images, comme elle le dit, diffusées jusque-là en grand nombre dans les quartiers et grandes surfaces. En décrivant la condition du spectateur contemporain de l'art comme tiraillée entre la consommation spectaculaire et le fantasme de sa propre victimisation, Moidon a marqué le début d'une ère d'auto-musellement. Et je la cite, « Face à cette dérive sécuritaire qui s'accompagne d'une judiciarisation grandissante, le public, tant convoité, démembré arbitrairement en catégories sociales et tranches d'âge, appréhende les territoires de l'art dans ce climat de suspicion, éduqué à se garantir des conséquences traumatiques d'une expérience de l'art qui serait non désirée, non protégée. » Dans un entretien avec Clarisse Favre, Emmanuel Pierrat, l'avocat des commissaires de présumés innocents, a corroboré la position plutôt pessimiste de Moidon, avertissant contre le mauvais signal de jurisprudence que donnait la mairie de Paris aux autres lieux contemporains de création par son choix controversé. Curieusement, Christophe Girard, adjoint à la culture du maire de Paris, lui aussi interrogé par Clarisse Favre, a invoqué la liberté en expliquant l'interdiction. Je le cite, « Nous avons préféré interdire l'exposition aux mineurs pour permettre à Larry Clark de montrer ses œuvres en toute liberté. »
Fin de la citation. Il me semble qu'on entre très rapidement autant dans un débat idéologique sur la liberté de création que dans un jeu de pouvoir. Les questions que je me pose alors sont les suivantes. Que nous révèlent vraiment les photos de Clark? Que nous exposent-elles sur les hiérarchies de valeurs à l'aide desquelles on évalue aujourd'hui la dignité d'un sujet traité ou la qualité d'une forme d'expression choisie? Quelle sorte de commentaires présentent-elles aujourd'hui sur l'usage accepté ou subversif de la photographie? Le 7 octobre 2010, c'est-à-dire le jour avant l'ouverture de Kiss the Past Hello, en signe de solidarité et de soutien à Larry Clark, le journal Libération a illustré d'une photo explicite de l'artiste la une de l'édition qui portait aussi la manchette calomniatrice en rouge « Larry Clark censuré », sous-titré « Interdit aux moins de 18 ans ». Sous la photo, Libération a fait le point sur la situation de façon incendiaire, comme suit. La mairie de Paris prive les mineurs de l'exposition du photographe et cinéaste américain, chroniqueur du monde adolescent, de craintes, de plaintes, d'associations réactionnaires. Une décision choquante, condamnée par l'artiste. Le journal, fondé dans un esprit de résistance et de provocation, s'est ainsi emparé très publiquement de la même liberté dont s'était privée la mairie de Paris. Une mairie censée représenter les mêmes valeurs et défendre les mêmes droits que le journal. Et je vous montre, c'était à la deuxième page où Libération dit quel est le sens de cette censure par une mairie de gauche. Plus tard le même jour, la mairie de Paris a émis un communiqué de presse signé par Bertrand Delanoë, maire de Paris, invoquant l'article 227-24 du Code pénal français concernant les atteintes aux mineurs et à la famille pour justifier sa décision pensée inattendue et pudibonde tout en rejetant les accusations de Libération. Je cite, « Dans les faits, parler de censure de l'œuvre de Larry Clark relève d'un renversement stupéfiant de la vérité. Faisant le choix de préserver pour la première fois l'entière liberté de Larry Clark, la ville en assume la conséquence en interdisant l'accès des mineurs à cette exposition, appliquant à cela les termes du Code pénal. Si nous pouvons chacun avoir nos convictions personnelles et citoyennes sur l'évolution du regard de la société sur la sexualité, la mairie de Paris n'est pas au-dessus des lois. » Au lieu de prendre au sérieux les remarques du maire, Libération a renchéri d'autant plus vivement sur la situation. Le journal a non seulement accusé la mairie de s'abriter derrière le code pénal, mais a également mis à l'épreuve les termes précis de la loi cités par Delanoë en publiant dans l'édition du 8 octobre des photos encore plus choquantes, entre parenthèses, et aussi criminelles selon la rhétorique de la ville de Paris, que celle qui a orné la une le jour précédent, tirées des séries Tulsa et Punk Picasso. Il est intéressant de noter que la mairie de Paris et Libération croyaient agir tous les deux au nom de la liberté de création. De toute évidence, il leur était impossible de s'entendre sur les définitions de la censure et de la liberté. Dans son article « Larry Clark, le risque de l'art, le pari du libre choix assumé », publié le jour suivant, Magali Geoffrin a soutenu que le geste de la mairie portait atteinte non seulement aux adolescents, préservés prétendument des œuvres dans lesquelles ils figuraient pourtant de manière prédominante, mais qu'il touchait aussi à l'intégrité de l'art en tant que moyen d'expression légitime et valorisé. Et l'exposition, traitée à l'égal de la pornographie, n'en sort-elle pas dégradée, a-t-elle demandé. À mon avis, il faudrait poser la même question au journal Libération. En brandissant les images de Clark comme les index vulgaires de leur propre censure, le journal les a dépouillés de leur contexte, de leur portée émotive et de leur signification, les réduisant aux gestes provocateurs représentés par Clark et censurés par la ville de Paris, les réduisant à une collection de sexe et de seringues maniées par des adolescents.
Transformée par la ville de Paris et par Libération en simple photo interdite, en photo intéressante parce que interdite, en photo interdite publiée et exposée fièrement au nom de la liberté d'expression, les photographies de Larry Clark représentent une inversion perverse et probablement involontaire de la réalité de la représentation face à la loi. Leur dit danger se trouve instrumentalisé à des fins variées. Peu importe la nature ou la quantité des mesures préventives diverses qui sont mises en place pour circonscrire le danger des œuvres d'art, tout en assurant la liberté démocratique de la création, les musées restent exposés à la condamnation. Les organisateurs de Kiss the Past Hello ont dû eux aussi défendre leur exposition du référé suspensif demandé par une association se souciant des droits de l'homme, à savoir la Griffe, l'Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne. Malgré toute la fanfare, ou même peut-être grâce à elle, l'exposition de Larry Clark a connu un succès immense. Il reste encore à trouver les données de vente de la une Larry Clark de Libération. Voilà, merci.